Bonjour Frédéric Chardon. Bonjour. Alors vous êtes journaliste politique pour La Libre Belgique. On vient d'apprendre aujourd'hui que Bart de Wever avait une nouvelle fois démissionné de son rôle de formateur. Le roi lui a donné jusqu'au 12 novembre prochain pour poursuivre les consultations. Alors tout d'abord, est-ce qu'on a de plus amples informations sur cet échec des négociations et qu'est-ce que cela suppose? Alors, l'échec des discussions tiennent en un seul point essentiel, c'est que Voorhout, les socialistes flamands, ne veulent pas s'embarquer décidément dans cette majorité que l'on nomme Arizona, qui est une majorité plutôt de centre droit à la base, qui associe le MR, la NVA, le CDNV, les engagés, et donc qui aurait associé également les socialistes flamands sans leur partenaire francophone, le PS. Et décidément, Conor Rousseau, le président de Voorhout, on sentait bien qu'il avait des difficultés depuis plusieurs mois, plusieurs semaines à se lancer dans cet équipage. Et bien décidément, voilà, il a claqué la porte ce matin lors d'une réunion de la dernière chance entre les cinq partenaires potentiels de l'Arizona. Et donc, Bart de Wever, le formateur royal qui devait se rendre à 11h30 au palais aujourd'hui, n'a eu d'autre choix que de présenter sa démission au roi Philippe, démission que le roi n'a pas accordée, en tout cas pas pour le moment, et il lui a demandé de travailler en gros une semaine de Hmm. plus à essayer d'éclaircir cela. Donc on sent en fait que l'Arizona a peut-être une dernière chance dans les prochains jours si Bardo Wever arrive à ramener à la table des discussions Voorhout. Ça a déjà été tenté par le passé. Si vous vous souvenez, il y avait eu une mission intermédiaire de médiation de Maxime Prévost après une première démission de Bardo Wever suite à une opposition entre Voorhout, déjà ce parti, face au MR sur une question fiscale. Eh bien ici, voilà, on rejoue un peu la même pièce, mais il n'est pas certain qu'on arrivera à relancer l'Arizona. D'ailleurs, il y a d'autres scénarios qui sont déjà en train de circuler assez furieusement dans les coulisses politiques. Euh, donc, je viens sur le site de la Libre Belgique, je viens de publier un article qui présente la piste de la coalition dite suédoise comme une des pistes probables. Alors, la suédoise, cette majorité qui avait associé de 2014 à 2018, c'était le gouvernement Charles Michel, si vous vous souvenez, donc qui avait associé à l'époque quatre formations, les libéraux du MR, l'Open VLD, donc les libéraux flamands, le CDNV et la NVA, donc un gouvernement de centre droit très cohérent idéologiquement. Donc, certains rêvent déjà que Voorhout finalement reste en dehors du pouvoir au fédéral et que l'on relance cette suédoise bis avec en plus cette fois-ci les engagés. Et cette formule serait plus cohérente idéologiquement, mais il y a un gros problème, c'est qu'elle n'a que 76 sièges sur 150 à la Chambre des représentants, donc c'est juste un siège d'avance, elle a une majorité d'un seul siège, ce qui est quand même très délicat pour un futur gouvernement, dans la mesure où le moindre député parmi ces 76 personnes qui aurait des scrupules, qui quitterait son parti, qui siégerait tout d'un coup de l'opposition, eh bien ferait disparaître la majorité sur laquelle s'appuie le futur gouvernement. Donc c'est une majorité extrêmement précaire. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais Hmm. certains experts sont déjà en train d'imaginer certaines solutions juridiques pour contourner cet obstacle. Alors, vous l'avez évoqué, le point de discorde, c'est la super note de Bart de Wever qui est jugée pas assez équilibrée. Mhm. Qu'est-ce qui pêche dans cette super note? Ben, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, du point de vue de Voorhout, la super note socio-économique de Bart de Wever va peut-être trop loin dans les avantages aux entreprises, trop loin dans la baisse d'impôts, trop loin dans les mesures d'austérité budgétaire, puisqu'il faut quand même le rappeler que la Belgique fait face à un énorme défi budgétaire comme d'autres pays européens, mais nous, on n'y échappe pas et donc on a vraiment besoin en tout cas, le gouvernement qui se préparait estime qu'il est nécessaire de pratiquer une cure d'austérité. Et donc pour Voorhout, pour les socialistes flamands, c'est pas du tout leur ADN. Donc, Hmm. pourtant, c'est un parti qui est plutôt centriste si on le compare au PS, au Parti socialiste francophone, mais pas à ce point-là. C'est un parti qui est centriste en matière de sécurité, en matière de migration, mais en matière socio-économique, ça reste un parti socialiste. Donc, c'est-à-dire, il a besoin de pouvoir mener des nouvelles politiques sociales, il a besoin d'avoir une fiscalité qui va
pour résumer, prendre dans les poches des personnes les plus aisées pour donner aux plus modestes, si je peux schématiser ainsi. Et ils estimaient que ça n'allait pas assez loin à leurs yeux, mais c'est pas neuf, c'est le problème depuis des mois. Et par rapport à ce problème sur les matières socio-économiques et budgétaires, en particulier, Voreut se heurtait frontalement au MR de Georges-Louis Boucher, pour qui, lui, c'est certainement pas le moment, d'après le MR, de, de commencer à décourager l'esprit d'entreprendre, à décourager les petits investisseurs. Donc, il y avait vraiment un affrontement entre ces deux formations-là. Mais je sens qu'aujourd'hui, c'est plus tellement une question d'affrontement MR-Voreuil qui pose problème, c'est vraiment Voreuil qui s'est isolé, et son président Conor Rousseau, qui s'est isolé de plus en plus. Et je dirais en particulier depuis la semaine dernière. La semaine dernière, si vous avez suivi un peu la politique flamande, il y a eu toute une série de, enfin, la pression a monté de plus en plus sur Voreuil, notamment en raison des majorités locales qui se sont déclinées dans différentes grandes villes, et en particulier à Gand. Je pense tout à fait à Gand, parce que j'y étais d'ailleurs au moment où il y a eu tous les événements. Les socialistes flamands n'ont pas supporté, de Gand, n'ont pas supporté la décision initiale de rejoindre une alliance qui aurait au niveau local associé les libéraux et la NVA et les socialistes. Et donc les Voreuil de Gand ont en quelque sorte pris un contre-pied de ce que Conor Rousseau fait un peu partout en Flandre, c'est-à-dire ils n'ont pas souhaité cette alliance avec la NVA. Et donc ça a mis une pression supplémentaire sur Conor Rousseau, puisque lui-même était prêt, via l'Arizona, à signer pour ce genre de coalition, mais alors au niveau fédéral. Et il l'a fait d'ailleurs au niveau du gouvernement flamand. Donc voilà, il y a beaucoup d'étages de négociations différents, c'est un peu compliqué, mais tout ça pour dire qu'en résumé, depuis surtout la semaine dernière, la pression avait fortement augmenté sur les épaules de Voreuil et de Conor Rousseau. Et donc ça ne m'étonne pas finalement que la négociation fédérale capote ce lundi. Mais d'après ce que je comprends des différentes lectures que j'ai eues aujourd'hui, alors évidemment c'est très tôt pour analyser, mais ce que je comprends c'est que Conor Rousseau reste quand même ambivalent sur sa participation aux négociations. Est-ce qu'on pourrait être témoin un revirement dans les prochains jours ou Voreut Oui, est oui, oui. Tout à depuis... fait. Donc, il faut garder l'esprit ouvert. En politique belge, il ne faut jamais se fermer trop de portes parce que tout reste possible. Et donc, en effet, vous avez tout à fait raison. Bart de Wever, on ne peut pas exclure qu'il arrive à ramener à la table des négociations Conor Rousseau et qu'on fasse quand même une Arizona, finalement. Et que tout ce qui se passe aujourd'hui est une phase de fièvre qui précède souvent les grands accords. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, ça peut être ça, mais ça, c'est la version, je dirais, bisounours. C'est la version bouteille à moitié remplie, mais on peut voir la bouteille à moitié vide également et considérer que c'est allé trop loin, décidément, que ça fait des mois que les parties négocient. Et ça, j'entends ça notamment au MR. Euh, Plusieurs négociateurs disent en avoir assez de Voreuil, que ça fait des mois que ça traîne et que ça ne sert à rien de relancer une fois de plus la machine. Bart de Wever avait déjà démissionné, il y avait déjà eu une mission de médiation, on avait déjà retenté l'Arizona. Faut-il la retenter une nouvelle fois? Bon, certains en ont marre et considèrent que décidément Voreuil n'en veut pas. Ben, tant mieux, ok, qu'il reste au bord de la route alors, d'après ces négociateurs, et tentons d'autres formules. Et donc c'est à ce moment-là que cette majorité suédoise, dite suédoise, plus cohérente idéologiquement, reprend, enfin, cette piste reprend un petit peu en probabilité, avec l'écueil que je disais, qui est un écueil assez important, c'est qu'elle n'a que 76 sièges sur 150, mais en Belgique, on peut parfois traverser des obstacles juridiques en trouvant des formules assez inventives. Bah, vous savez, en France, il y a quand même un gouvernement qui est minoritaire et qui prend malgré tout des décisions. Donc si les Français le font, je pense que en Belgique, avec notre sens du compromis, on devrait y arriver sans doute même encore mieux. Eh bien, Frédéric Chardon, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste politique pour La Libre Belgique. Merci et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup.